m'appelle Eric Beson, et j'ai 70 ans, toujours passionné de moto depuis l'âge de 0, parce que je suis né dans un sidecar. Donc la passion chez moi, c'est la moto et surtout le sidecar. J'ai une collection qui est relativement importante, mais malheureusement, je ne peux pas avoir tous les modèles motosacoches qui ont existé, parce que 150 modèles différents, plus 80 prototypes, plus 60 machines de course. Moi, je dis toujours, j'ai que 29 machines, c'est déjà pas mal, mais peut-être qu'un jour, l'exposition viendra plus grande, mais il faut qu'il se dépêche de venir à moi, les motos, parce que je suis quand même âgé. Puis restaurer une moto, à l'époque, j'ai restauré avec mon papa. Donc on a fait des trucs extraordinaires, on a roulé avec ces machines, on a été en Angleterre, on a fait des milliers de kilomètres pour trouver des motos, des pièces détachées, des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est très difficile, parce que les motos se passent de collectionneur à collectionneur. À l'époque, on les trouvait dans des granges. On payait 10 francs une moto, on nous la donnait. Aujourd'hui, n'importe quel bout de ferraille vaut une fortune. Alors voilà, c'est un petit peu le problème pour évoluer la collection et puis refaire quelque chose de plus concret, avoir beaucoup plus, mais avoir beaucoup plus égale beaucoup de soucis, beaucoup d'entretien, beaucoup de frais, mettons, annexes. Et si les motos ne fonctionnent pas, ne roulent pas, c'est des motos qui sont mortes. Je dis toujours, et j'ai pas un musée, j'ai une collection personnelle qui me fait le plaisir de l'avoir. J'ai toujours des copains qui viennent pour voir les motos, qui viennent chercher des fois les motos le samedi. J'ai des plaques collectionneurs, j'ai des plaques de garage. Je suis ouvert à toute discussion. Si une fois il y a un bonhomme qui a envie de faire un tour avec une moto ancienne, eh bien on peut toujours discuter. Alors la marque Motosacoche, c'est toute une histoire. Ça a débuté par deux frères qui s'appelaient Henri et Armand Dufaux, qui habitaient à la rue des Acacias, au 42 rue des Acacias. Ils ont décidé de faire une petite motocyclette pour aller battre les Français et les Anglais sur leur terrain en France lors des courses Paris-Nice en 1900. Alors ils ont imaginé, d'ailleurs on a un tableau qui est ici, ils ont imaginé une moto pour tous les peuples, une petite motocyclette de 200 cm3, même 300 cm3, qui était capable d'aller à 60-70 km à l'heure. Ces motos, elles ont été construites en 1898. Actuellement, il doit rester une quinzaine d'exemplaires au monde de ces machines. J'en ai une. Malheureusement, elle est en exposition chez un horloger, c'est à Genève, vous la verrez pas lors du reportage. C'est une machine exceptionnelle. Elle est toute petite. Elle avait son moteur entre les jambes du pilote. Donc, elles étaient dans une sacoche. Le moteur était dans une sacoche, on ne voyait pas le moteur. Il y avait deux tôles latérales qui protégeaient la sacoche. Et le moteur était à l'intérieur, parce qu'à l'époque, il ne fallait pas qu'on ait des moteurs, ça faisait du bruit, il y avait déjà de la pollution dans les années 1900. Et ils ont fait cette moto, ils ne l'ont pas appelée motosacoche, ils l'ont appelée Dufaux. En 1910, la création de la société Motosacoche par les frères Dufaux, qui ont le brevet des hélicoptères, des magnétos, des freins tambours, beaucoup de choses, mettons, qui ont été inventées ici dans cette usine à Genève. Ils ont créé cette société Motosacoche. La Motosacoche, ça s'appelait Henri et Armand Dufaux. Et en 1911, quand ils ont eu l'essor de la production des demandes de gens qui voulaient vraiment des motos, ils ont appelé ça Motosacoche et ça. Et là, c'était vraiment la construction de différentes machines. Il y avait des fois jusqu'à 20 000 machines qui sortaient de l'usine. L'usine avait 1200 ouvriers, donc c'était énorme. C'était énorme. La Motosacoche était fabriquée sous licence en France, à la rue de Tardieu, à Lyon, chez la société Newmap. Ensuite, elle était fabriquée au Brésil, elle était fabriquée en Italie, en Allemagne. Et puis, un jour, il y a eu un problème avec une société en France qui s'appelait Dresch, du côté de Paris, qui ont construit des moteurs MAG. MAG égale Motosacoche Acacia Genève. Il y a eu un petit problème avec des fonderies d'aluminium qui n'étaient pas correctes par rapport à certaines choses. Et Motosacoche a décidé de construire eux-mêmes leur moteur, leur fabrication de toutes pièces.
Et c'est aujourd'hui qu'on retrouve, mettons, le savoir-faire suisse qui était fait dans ces années 20 et 30. On prend une machine, par exemple, que celle où on est assis dessus. La qualité de la finition, c'est exceptionnel. Pour une machine de ces années 30, hein. Il n'y a pas une soudure apparente, il y a du chrome, il y a de la finition, il y avait vraiment une recherche terrible. Un savoir-faire suisse que, malheureusement, s'est perdu en 1939. En 1939, c'était le champ du cygne de motosacoche. Les banques ne voulaient plus mettre des crédits pour de l'argent pour continuer la fabrication de ces belles machines, on va dire, parce qu'on a eu différents types de machines qui étaient construites en Suisse. Hein. Mais motosacoche était vraiment le haut de gamme. Le haut de gamme dans la moto suisse. Et en 1939, ça s'est arrêté. Et ils ont essayé de revenir en 1954 avec une autre machine, mais c'était plus une motosacoche. Ce qui démontre que la Suisse a comme écrit de belles pages l'histoire de la moto, notamment dans la construction. Après, au niveau personnel, je sais que tu as beaucoup roulé, tu as écumé énormément de circuits. Quel est un peu le palmarès du bonhomme? Alors j'ai été champion d'Allemagne en sidecar de vitesse, et j'ai été champion suisse en 2004. Alors je vais vous dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Je me souviens qu'un jour, mon club, le Norton Sport Club, de l'époque, me disait toujours, Eric, tu devrais faire les championnats suisses. Et j'étais pas décidé, j'avais pas envie. J'avais pas envie, je me faisais mes courses. J'ai gagné X fois le Nürburgring en Allemagne, la Tchécoslovaquie, j'ai été à Imatra en Finlande, j'ai été au Tourist Trophy, mais je ne l'ai pas fait. J'ai été 13 fois au Tourist Trophy, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait que pas en compétition, je l'ai fait en circuit, comme ça, en promenant. J'ai été en Angleterre, roulé, j'ai roulé contre des sidecaristes comme Eric Oliver à l'époque, vraiment des sidecaristes exceptionnels. Et puis, comme mon club me poussait toujours pour que je fasse les championnats suisses, j'ai dit non, je ne le ferai pas. Puis un jour, ils ont organisé le championnat roman et les championnats suisses. Alors on m'a dit, tu vas le faire. Alors je l'ai fait. Mais en assemblée, je me souviens toujours d'une assemblée où on était, je sais pas, il y avait peut-être 50 personnes qui étaient là. J'étais tellement fâché, j'ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je vais gagner toutes les courses. Je ne devrais pas dire une chose comme ça, parce que j'ai encore dit, je suis trop fort pour vous. Et j'ai du matériel qui est meilleur que le vôtre. Et vous pouvez aller voir mon armoire de titres de champion suisse, j'ai dans mon bureau, j'ai gagné toutes les courses. Et ça, je le dois en définitive à mes parents, parce que mes parents m'ont jamais poussé à faire de la moto, mais ils étaient fiers de ce qu'on faisait, mon père et moi. J'ai roulé beaucoup en sidecar avec mon père comme passager. Et ensuite, quand j'ai fait le titre de champion suisse, et quand je roulais à l'époque à l'étranger, en Allemagne, Italie, enfin tous les pays en Europe, je roulais avec un passager en allemand. Alors pour lui, c'était facile, je montais en Allemagne, il nettoyait le sidecar, et on roulait. On gagnait ou on perdait. Puis si on avait perdu, si on avait cassé, moi je bossais une semaine au garage pour changer le moteur, réparer le sidecar, et rebolote le week-end d'après, on allait de nouveau faire 1000 km pour rouler avec notre machine. Ouais, joli, joli, respect. J'aimerais juste aussi que tu nous racontes la petite anecdote que tu m'as expliquée tout à l'heure par rapport à ta naissance dans un sidecar, parce que ça, c'est pas courant. Pas de problème. Alors voilà, je dis toujours, je suis né dans un sidecar, mais en définitive, je suis sorti du ventre de la maman. Mais mon papa, il était tellement impatient d'amener ma mère à la maternité, donc le 15 juin 1946, un sidecar, c'est un véhicule qui est hybride, on est bien d'accord, il y a 3 roues. Et il a fait un tourné sur place, devant la maternité, à Genève, et le sidecar s'est retourné. J'étais dans le ventre de la maman, le sidecar était sur la maman, le père, il a été chercher les infirmiers pour remettre la moto sur les roues, et les docteurs, ils ont dit à mon père, on pourra sauver ou la maman ou le bébé. Et c'était une des premières grosse opération qui était à Genève, mettons, sur une femme. Et la maman était sauvée et le bébé était sauvé. Et moi, jusqu'à l'âge de 7 ans, j'ai eu un hématome depuis le bout des pieds jusqu'en haut du ventre. Et à 7-8 ans, ça s'est résorbé, c'est parti. Alors c'est pour ça que je peux dire que je suis né dans un sidecar. J'aime le sidecar. Pour moi, c'est un véhicule magnifique.
tu viens de dire, Marc, que ça va dans tous les sens, que si c'est ça, mais je te dis tout de suite, si tu tiens un sidecar, tu vas te faire plaisir. Plus qu'avec une moto encore. Ça, j'en doute pas. Après, au niveau de ta collection, ou de tout ce que se trouve ici, si tu devais avoir un coup de cœur pour une seule moto, un seul sidecar, ou un souvenir, lequel? Ah là, je veux dire, j'ai une histoire d'amour ici. J'ai une histoire d'amour. Et là, c'est la M04. Cette moto, c'est le prototype de course de l'usine Motosacoche. Donc cette machine, elle date de 1918. J'avais une Porsche à l'époque. J'étais tellement fier de ma Porsche, je suis carrossier, je l'avais réparée, j'étais fier de cette voiture. Puis un jour, j'ai connu un petit vieux à Genève, qui était l'ex-agent Motosacoche. Et lui, il m'a dit, j'ai une Motosacoche de course entièrement démontée, c'était la machine officielle de l'usine. On l'utilisait pour les courses de sidecar et les courses de solo. Alors, quand c'était la course en solo, ils enlevaient le sidecar, il y a 3 vis, on enlevait le sidecar, puis ils utilisaient la machine pour les courses en 1000 de cylindrée. Mais bon, il me dit, je t'abonne. Alors, comme j'étais jeune carrossier, je l'ai acheté, j'avais 20 ans, hein, j'en ai 71 maintenant. Comme j'étais jeune carrossier, ben, j'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais une Porsche. Mais la Porsche, elle sortait de mes mains, elle était complètement aplatie, je l'ai réparée, et puis voilà, c'est fini, terminé. Alors j'ai vendu ma Porsche pour une misère. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui une Porsche, c'est pas la même chose. Alors j'ai vendu pour une misère cette bagnole, puis j'ai été avec l'argent dans la poche. J'avais une grosse somme qui était une petite somme, je vous le cache pas. J'avais 1500 francs dans la poche. Mais à l'époque, c'était une belle somme à l'époque. J'avais 1500 francs à la poche, je me suis dit, il va me vendre cette moto, une fortune, comment est-ce que je vais faire? Mais je voulais cette moto, et je ne l'avais même pas vue, parce que la moto était entièrement démontée chez le petit vieux, et il m'a dit, tu viens la chercher, quand je te dirai, je vais tout sortir les éléments, et tu auras cette moto. Bon. Et un samedi matin, il me téléphone, j'avais mon argent dans la poche, je vais là-bas, je vois la moto, c'était tout rouillé, cassé, foutu, comme on trouve les motos anciennes, hein, qui ont déjà 70 ans. Hein. J'ai mis ça dans ma petite camionnette, et j'ai passé à la caisse. Il m'a dit, elle vaut bien 18 francs, la moto. Hein. Alors là, j'ai vu passer ma Porsche, les 18 balles, je les avais. Hein. Je l'ai payé 18 francs. Je l'ai payé 18 francs. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la pièce maîtresse de ma collection. Et je dis toujours, je dis à ma femme, hein, le jour où je vais claquer, ça nous arrive à tous. Hein. Cette moto, tu fais enlever le sidecar, tu la mets à côté de mon lit, dans ma chambre à coucher, juste la moto. Mais celle-là, voilà, jamais. Je l'ai dit à ma fille, à Stéphanie, tu peux vendre tout ce que tu as ici. Il y en a qui valent de l'argent, il y en a c'est de la ferraille. Mais celle-ci, garde-la. C'est mon coup de cœur. Belle pièce, belle histoire. Au niveau de tout ce qu'il y a ici encore autour de nous, parce que c'est juste incroyable. Ouais, moi j'appelle ça la caverne d'Ali Baba. Hein, c'est un peu ça. Je vais te renommer d'ailleurs. Moi, mon coup de cœur, c'est l'ancienne moto LCR de Daniel Lantz, avec laquelle il a été champion suisse il y a bien des années. Moi, j'avais 18 ans, donc aujourd'hui j'en ai 46, donc tu vois, ça date aussi. Hein. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ce châssis LCR, parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus et c'est plus connu. Alors ça, c'était des beaux châssis de ces années-là. Il y avait pas mal de constructeurs en France, surtout en France, qui ont justement essayé des châssis riftés comme ça. LCR, Louis Christon, donc c'est celui qui construit les châssis longs aujourd'hui, les sidecars. Donc il avait décidé de faire une vingtaine de machines pour une coupe qui se faisait dans les pays nordiques. Alors toutes ces machines, aujourd'hui, on les retrouve dans les pays nordiques. Daniel en avait une. Moi, j'ai toujours flippé sur cette moto parce que j'adore cette machine, le look de cette machine. Donc, c'est comme on discutait tout à l'heure. Aujourd'hui, une moto, on doit avoir un appui avec les jambes. On doit la serrer, on doit la sentir. Cette moto, elle est tellement fine
c'est un châssis sans être vraiment un châssis. C'est comme si on roulait avec... Sur une poutre. Sur une poutre, exactement, exactement. Alors, ça avait une tenue de route phénoménale, parce que Christon est un personnage absolument fou, au niveau de la préparation des moteurs, des châssis, que ce soit les châssis de sidecar et les motos à l'époque. Et quand il a fait ça, c'était révolutionnaire. Et il aurait pu en faire, et je ne vais pas dire des milliers, ça serait exagéré, mais il aurait pu en faire peut-être une cinquantaine ou une centaine de ces machines, et je suis sûr que ça aurait eu un succès énorme. Mais il y avait toujours ce problème, il y avait d'autres machines, il y avait d'autres châssis, c'était pas comme aujourd'hui, on prend par exemple les Moto 2, ben c'est 2-3 marques de motos, c'est fini, terminé. Tandis qu'à l'époque, à l'époque, on avait tout un tas de châssis différents, de marques de motos différentes, et puis peut-être, voilà, tout à fait, et peut-être aussi le coût de la moto, peut-être différent. Ça, c'était vraiment une moto artisanale. C'était une moto artisanale. Et là, on a eu pas mal de constructeurs français qui ont essayé de toucher, des Espagnols aussi, qui ont essayé de toucher ces châssis riftés, mais la plus belle, c'est celle-ci. Et c'est notre produit, c'est suisse. Là, je suis chaud. Hein. Après, bah, ton musée a vu défiler beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Notamment certaines célébrités, on va dire. Si tu peux nous raconter un peu qui est venu admirer tes jolies machines. Bah, la première année où j'étais ici, j'ai M. Soichiro Honda qui est venu dans mon local. Ouais, il est venu avec une délégation, tout, il est arrivé ici. À l'époque, j'avais toutes mes bottes de sacoche qui étaient ici, donc il m'en manque 9, hein, qui sont actuellement dans un musée. J'en ai encore 2 dans la maison d'horlogerie à Genève. Et puis, quand il est rentré dans le local, il y avait toutes les motos japonaises à gauche, et les motos anciennes, les motos sacoche à droite. Ils se sont rués, ils étaient 3 petits japonais, ils se sont rués sur les motosacoches. Tout ce qui était de l'autre côté, les japonaises, ils n'ont même pas jeté un œil, rien. Ce qui démontre un peu leur intérêt pour l'histoire. Voilà, exactement. Et puis là, ils sont arrivés à 2h, 2h30 l'après-midi, un vendredi après-midi. On est ressorti du local à 2h le lendemain matin. Ils avaient des tout petits appareils de photos, ils ont pris des photos à droite, à gauche, tout. Il m'a même fait une offre, je ne vous dirai pas le montant de l'offre, il m'a même fait une offre parce qu'il voulait acheter complètement la collection, parce qu'il faisait pas une exposition, il faisait un musée au Mont Fuji, là-bas, pour les motos européennes. Et puis pour eux, c'était beaucoup plus facile d'acheter une collection faite que d'acheter des motos à restaurer. Donc il fallait une recherche de pièces, de documentation, de choses comme ça. Ouais, et puis avec la barrière de la langue et les kilomètres, je pense que c'était moins facile. Ouais. Exactement. Puis je me suis dit, tant que je m'appelle Beson, ça peut rester à Genève, j'y garderai à Genève. Puis ça y est. Puis j'ai eu beaucoup de personnes. J'ai eu Freddie Spencer qui est venu ici, j'ai eu Jim Redman, j'ai eu Phil Reed qui est venu ici, j'ai eu Hervé Gantner. J'ai eu beaucoup de personnes, de personnalités pour moi qui étaient très intéressantes, des amis de la moto. J'ai eu Rod Bilan qui est venu, 7 fois champion du monde. Pour moi, chaque fois que j'ai une opportunité d'amener quelqu'un dans mon local, je le fais. Et puis, un simple coup de fil, on me téléphonait, on peut discuter. Ouais, Rolf, sacré bonhomme. Hein. Moi, j'ai roulé une fois avec lui à l'Anneau du Rhin. Sans savoir que c'était vraiment lui, parce qu'il était dans sa combinaison, c'était marqué Bilan de dos. Puis quand il est descendu, que j'ai vu qu'il était tout petit et très sympa, je l'ai trouvé qu'il était d'une approche extraordinaire pour un type qui a 7 fois champion du monde. On l'a fait venir à Verbois l'année passée. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau, parce que je suis quand même toujours un petit peu responsable de ces sites caristes à la course de côte de Verbois. Et puis, c'était un peu le défi d'avoir un jour Rolf. Et c'est la première fois en 60 ans que la course de côte de Verbois existe, qu'on a eu un champion du monde à Verbois. C'est la première fois. Alors, je suis fier, parce que c'est un site cariste. Ouais, en trouver un en moto, ça va être plus difficile. Mais qui sait, peut-être ça va arriver. Tu seras peut-être un jour champion du monde. Ouf, non, je suis beaucoup trop vieux. On est aussi une année impair, donc année impair avec Rétro de Saint-Sergue. Est-ce qu'on verra tes motos monter là-bas en démonstration? Mais bien sûr, bien sûr. Et normalement, on a un défi
Georges Châtelain et moi-même, de monter avec nos 2 Dufaux, la mienne de 1898, et lui avec une Dufaux similaire de 1908 ou 1909 par là autour. On va peut-être pas faire les 9 km, on va peut-être s'arrêter depuis le milieu, mais on va faire la montée, avec ces anciennes machines, plus quelques motostations qui sont là, mon sidecar de course, puis tous les copains qui seront là. Et puis ça, c'est le but de l'opération, c'est vraiment pour nous une très grande manifestation qui est en train de se mettre au point. Bon, cette année, malheureusement, on n'aura peut-être pas les vedettes qu'on a eues, parce qu'en même temps, il y a une course au Sachsenring, en Allemagne, et il y a 2 ans qu'ils ont invité tout le gratin du sport motocycliste ancien. Alors, on aura quand même Gardner qui va venir, on a quand même quelques grosses pointures qui seront là, mais on n'aura pas ce qu'on a eu, par exemple, il y a 2 ans en arrière, ou il y a 5 ans en arrière. Voilà, oui. Voilà, oui. Malheureusement, on ne peut pas tout avoir, mais on réserve beaucoup de choses pour les années à venir. Rappelle-nous juste la date pour le plaisir. 17 juin. Voilà. On y sera. Encore juste une petite question. Ça fait quoi d'être passager ? Ça me fait tout drôle. Et j'ai pas confiance parce que c'est pas un sidecariste qui est assis sur la moto là. Alors bon, bref, là ça me fait drôle parce que j'ai une politique. Je suis très rarement monté sur le siège arrière d'une moto. J'adore la moto, mais je me suis toujours dit, les nanas, quand je les vois sur les sièges arrière des motos, elles sont folles de confier leurs jambes, leurs mains, leurs épaules à un mec qui pilote une moto. Maintenant, le sidecar, c'est encore autre chose, parce que j'ai fait pendant 40 ans de la compétition en sidecar. Je m'amuse toujours à ça, entre nous. Hein. Mais je me suis mis un jour dans mon sidecar à Lurcy-Lévis, parce que je voulais entendre un bruit de moteur. Alors j'ai dit à mon passager, c'est toi qui vas piloter. J'ai fait 5 mètres, c'était pas le bruit, c'était moi qui gueulais, j'y ai gueulé. Arrête. Je ne peux pas, il n'y a rien à faire, c'est impossible. Il faut être complètement taré pour être sur un sidecar. Dans une grosse boîte comme ça va bien encore. Mais sur un sidecar de course, couché à plat ventre, puis voir défiler des pâquerettes à 10 cm du sol, puis que ça se passe des fois à 140 ou 180 à l'heure, eh bien, il faut vraiment avoir envie. Le nom de singe, j'ai peut-être bien choisi. Hein. Oui, exactement. Alors pour moi, personnellement, la conduite du CID, magique. Pour moi, c'est un véhicule exceptionnel. Si j'avais pu, j'aurais pu m'acheter un sidecar de route. J'aurais volontiers fait. Mais par de mon métier, quand je dois ramener un client, par exemple, je le vois mal partir en sidecar. J'aime mieux partir en voiture avec lui. Hein. Alors voilà. Mais autrement, pour moi, c'est un véhicule magique. J'ai toujours vécu avec un sidecar. Dans les pattes, à la maison, dans un coin, au garage, tout. Et j'espère pouvoir rouler encore longtemps en sidecar.